Claude Clément, un homme économe, très économe. La nuit, il faisait même les poubelles des supermarchés pour récupérer les produits périmés. Pourtant, il avait de l'argent, Claude Clément, mais il ne le dépensait pas, il l'entassait sous son évier, dans un sac plastique, des centaines de billets qu'il comptait et recomptait. Quand le sac a disparu, il a crié au voleur, il a désigné le coupable. Mais personne ne l'a cru, ni les gendarmes, ni le procureur. Persuadé que cet homme en charentaise qui confondait les anciens francs et les euros avait perdu la tête. Pendant 1 an et demi, Claude Clément a ruminé son infortune avant de se venger. Il tombe des cordes ce jeudi 23 décembre 2004. Les gendarmes ont du mal à trouver leur route. Une femme vient de les appeler au secours. Elle a trouvé son père dans une mare de sang. À leur arrivée devant le portail de la propriété vers 21h, les gendarmes tombent sur une voiture, tout phare allumé. Le moteur tourne, la portière avant gauche est ouverte et l'autoradio est en fonctionnement. Et dans le halo des phares, on distingue au loin une masse gisante au sol, le cadavre d'un homme allongé au milieu de l'allée, le visage entièrement soufflé par la décharge manifestement d'une cartouche de chasse tirée en pleine tête. La victime est défigurée, mais sa fille reconnaît les vêtements. C'est bien son père, Christian Labouisse, un homme de 61 ans. On distingue rapidement plusieurs munitions et plusieurs douilles un petit peu éparpillées autour de la voiture, ainsi que dans le chemin qui mène à l'habitation. Des munitions de 2 calibres différents. On constate qu'il y a l'utilisation de 2 armes. C'est assez évident puisqu'on a un fusil de chasse et une arme de poing. Un 11-43, pensent les gendarmes. Du gros calibre, utilisé par le grand banditisme, une arme de pro donc, mais associée à un banal fusil de chasse. On a 2 armes différentes, donc par déduction basique, on pense à 2 auteurs des faits. Une hypothèse que soutiennent aussi les experts en balistique appelés en urgence. Le soir même, ils tentent de reconstituer le scénario du meurtre. La victime a essuyé le premier coup dès son arrivée. Le premier impact va atteindre la vitre du côté conducteur, qui va voler en éclats. À ce moment-là, il apparaît évident que la victime sort de son véhicule, puisque nous allons retrouver ensuite des impacts de plomb dans les joints et dans le montant intérieur de la vitre. 3 cartouches de fusil de chasse sont retrouvées à gauche de la voiture. Donc on peut déjà imaginer que le porteur de l'arme qui a atteint ce véhicule se trouvait dans cette zone-là où l'on a un fossé. Et donc la personne était peut-être cachée, accroupie, voire embusquée dans ce fossé. La victime a aussi essuyé un tir de pistolet. Une balle de 11-43 a fait exploser sa chaussure. Manifestement, Christian Labouisse a tenté de fuir vers la maison. On retrouve une autre douille près du portail. Bizarrement, les agresseurs ont laissé toutes les douilles sur place, de précieux indices pour les gendarmes. Par terre, ils retrouvent même 2 balles, intactes. Sur cette cartouche que je retrouve là sur les lieux, il n'y a aucune trace de percussion. Donc il n'y a pas eu tentative de percussion et raté de percussion. Décidément, on pourrait dire que ou la personne qui manipule cette arme-là ne sait pas s'en servir, ou que cette arme ne fonctionne pas correctement. Sérieusement blessé, Christian Labouisse a probablement fait encore quelques pas sur le chemin qui mène à la maison. Avant d'être touché par 2 nouveaux tirs de fusil, il a dû s'effondrer avant de recevoir une dernière décharge fatale. J'avais dit dans mes conclusions que l'on était avec un tir, avec l'extrémité du canon du fusil,
à une distance inférieure à 1 mètre par rapport à la tête de la victime qui se trouvait au sol. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement le coup de grâce. On n'a laissé à la victime aucune chance. Pas de doute, Christian Labouisse est tombé dans un piège. Mais un guet-apens bizarre, teinté d'amateurisme. Ces agresseurs ont laissé beaucoup d'indices derrière eux. Des douilles, mais aussi un gant noir par terre derrière la voiture. De grosses erreurs pour des tueurs déterminés. Georges Labouisse, vous êtes le frère aîné de Christian Labouisse. Et très étonnamment, vous n'apprenez pas sa mort tout de suite. Je l'ai appris par la presse et par la famille de ma compagne qui l'a entendu à la radio. Alors moi, aussitôt après, j'ai appelé ma belle-sœur, Monique, qui m'a raconté ce qui s'était passé. Ça a été un coup vraiment très très dur, évidemment, prendre ça comme ça par l'extérieur. Voilà. Et quelle relation vous entreteniez avec votre frère ? Toujours de très bonnes relations. On se rencontrait parfois, assez fréquemment dans Toulouse. Toulouse, c'est un grand village. Nos relations étaient toujours très, très simples et très, très chaleureuses parce que, il avait le sens de la famille, moi aussi, et donc on discutait surtout de ces problèmes-là. Et justement, quel genre d'homme c'était votre frère ? C'était quelqu'un de très autoritaire, intransigeant, aussi bien avec lui-même qu'avec les autres d'ailleurs. Et quelqu'un de très droit, mais pas facile à vivre toujours quand même. Donc voilà. Il avait bien réussi Il avait 2 entreprises de surveillance, de gardiennage, qui étaient très réputées dans toute la région toulousaine et même au-delà d'ailleurs. Et sa vie personnelle, il était marié Oui, il a été marié une première fois. Et de son premier mariage, il avait une fille qui s'appelait Patricia. Et donc, il s'est remarié avec Monique, avec qui il a eu une fille, Geneviève. Il semblait soucieux un peu avant sa mort ou pas ? Il ne paraissait pas soucieux de quoi que ce soit. Et vous le connaissiez des ennemis, des gens jaloux Des ennemis, non, mais je pense que dans son travail, dans son métier, il a dû faire beaucoup de jalousie. Pendant très longtemps, on s'est demandé qui et pourquoi, bien sûr. Le lendemain, vendredi 24 décembre, les gendarmes perquisitionnent la maison de Christian Labouisse. Derrière un mur d'enceinte, ils découvrent une belle propriété située en pleine campagne, à 35 km de Toulouse. Dans le salon, ils comprennent vite que la victime était sur ses gardes. Une arme automatique, un pistolet automatique, qui est scotché en fait sous le fauteuil. Chose qui n'est pas d'usage courant. Ça traduit chez lui une sorte de veille permanente face à un danger potentiel. Les gendarmes découvrent 3 armes dans la maison. D'après ses proches, Christian Labouisse en avait toujours eu, c'était un homme d'action. Christian Labouisse est un monsieur de 61 ans qui a eu par le passé une carrière militaire exemplaire. Il était commando, puis instructeur commando à Montlouis. Il a servi la France dans des régiments prestigieux. On le retrouve ensuite avec une période relativement diffuse où il aurait fait du mercenariat. On nous parle de Omar Bongo, on nous parle de tant d'autres personnes. D'autres nous amènent sur un autre terrain, à savoir qu'il a été à un certain moment le garde du corps d'hommes politiques. Et on le retrouve enfin à la tête de 2 sociétés. L'une, une société dite de gardiennage, et l'autre, une société événementielle. Depuis plus de 10 ans, sa société assure la sécurité de nombreux festivals culturels et des salles de spectacle dans la région toulousaine. Dans son environnement professionnel, c'est un monsieur qui emploie plus de 200 ou 250 vigiles, donc qui est proche du milieu du showbiz, qui assure la sécurité de concert pour Johnny Hallyday, il est ami avec Michel Jonas. Donc de suite, on se rend compte qu'on a affaire à quelqu'un d'atypique, qui n'est pas le commun des mortels. Un homme en vue qui avait même reçu en 2002 la Légion d'honneur. Christian Labouisse était une personnalité charismatique,
connu des politiques comme des journalistes de la région, où il comptait des amis fidèles. Sa mort fait les gros titres. J'ai été abasourdi, quoi. Bien, pour moi, Christian Labouisse, c'était un seigneur, une espèce de chevalier moderne. Il y avait d'abord son allure particulière, hein, très imposant, très sportif, très baraqué, quoi. Hein. Quelqu'un de fidèle en amitié, quelqu'un sur qui on pouvait compter, quoi. Tout le monde connaissait Christian Labouisse. La preuve, à ses obsèques, il y avait toute la région qui était là. C'était très impressionnant. Il y avait tellement de monde, mais tellement de monde, que son bras droit de l'époque avait dû faire monter un chapiteau. Enfin, il avait fallu vraiment organiser ça comme une grosse manifestation, quoi. C'était énorme, énorme. Une foule considérable, avec des gens vraiment de tous les milieux. Il y avait d'anciens militaires qui venaient rendre les honneurs militaires à Christian Labouisse. Il y avait des chanteurs, Michel Jonas notamment, qui a pris la parole à la fin de la messe. Il y avait des gendarmes aussi en uniforme, il y avait des policiers, il y avait des députés, des avocats. Mais il y avait aussi des costauds, des hommes avec des lunettes noires dont on ne sait pas trop finalement qui ils sont, si c'est des anciens barbouzes, si c'est des gardes du corps. Et chacun observait chacun, avec la question de se dire, est-ce que la personne qui l'a tué ou qui l'a fait exécuter n'est pas dans l'église ou n'est pas sur le parvis? Moi, j'ai perçu ce que je qualifierais comme de l'inquiétude, c'est-à-dire du questionnement. Qui a fait ça? Pourquoi? Moi, je me rappelle de Michel Jonas qui a prononcé quelques mots à l'église. Il était fou de chagrin et de colère. On était tous un peu comme ça, d'ailleurs, ce jour-là. Parce que beaucoup de gens aimaient Christian. Ouais. Sa famille, donc son épouse, étaient vraiment des gens très très dignes et très très forts. Christian avait une influence sur ses proches, quoi. Lui, c'était un guerrier, il demandait aux gens d'être aussi forts, quoi. Il demandait à sa femme, à sa fille de lui ressembler, finalement, quoi. Et donc, leur dignité, je pense, elle tient à ça aussi, quoi. Entre la famille de Christian Labouisse, ses activités professionnelles, ses relations militaires, politiques ou artistiques, les gendarmes ne manquent pas de pistes. Dominique, à partir de l'autopsie et de la balistique, les gendarmes, en fait, envisagent un scénario. Oui, Frédéric, autopsie qui confirme que 2 armes ont été utilisées. D'une part, un fusil de chasse de calibre 12 et d'autre part, un pistolet automatique de calibre 11,43. On pense à un Colt 45. Donc, puisque 2 armes, possibilité de 2 tueurs. Christian Labouisse a reçu un coup sous le pied. Oui. Comment on explique ça? Il s'est défendu, il a essayé de sortir de sa voiture et de repousser son ou ses agresseurs avec son pied. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder la chronologie des tirs telle qu'elle est expliquée par l'expert, par le balisticien. Donc, Christian Labouisse arrive au volant de sa voiture, s'arrête devant le portail. La première arme entre en action, c'est le fusil de chasse. Quelqu'un tire sur lui à travers la vitre de sa voiture. La vitre va exploser. Il voit arriver le tueur parce qu'il met sa main comme ça et il reçoit une première décharge dans l'avant-bras. Donc il a l'avant-bras garni de plomb. Malgré sa blessure, il ouvre la portière de la voiture. Il reçoit un deuxième coup de fusil, donc une décharge ici sur le côté du thorax, où on retrouve également beaucoup de plomb. Ensuite, il va tendre sa jambe, sortir sa jambe gauche de la voiture et avec son pied, il va pousser, écarter le canon du fusil au moment où part le 3e coup de feu qui lui emporte une partie du tibia. Le reste de la décharge va se loger dans le plafond de la voiture. Donc 3 coups de fusil de chasse. Entre en action la deuxième arme, le pistolet 11,43. À ce moment-là, donc c'est un signe de défense, Christian Labouisse a dû lever son pied vers son ou ses agresseurs.
La balle de 11,43 traverse la semelle de sa chaussure, lui arrache l'ongle du gros orteil, arrache également la coque métallique qui se trouve au bout de sa chaussure. Il porte des chaussures de sécurité, des Rangers. Donc on va retrouver et la coque métallique et l'ongle à quelques mètres de la voiture. Ça, c'est la première balle de pistolet 11,43. Malgré toutes ces blessures, il sort de sa voiture, il court dans l'allée de sa maison, où il se déplace en tout cas vers sa maison. Et là, il va recevoir 2 balles encore de 11,43. Une qui va le traverser, qui rentre au niveau des reins et qui fait exploser une partie du foie. Projectile qui ressort et qu'on ne retrouvera jamais. Et une deuxième balle au-dessus de la fesse droite qui va tourner, qui va suivre le bassin, qui va tourner. On va retrouver le projectile de l'autre côté du bassin, sous la peau. Il s'effondre dans l'allée. Entre-temps, on a rechargé le fusil. On s'approche de lui. Et là, le coup de grâce, c'est un coup de fusil ou 2 coups de fusil. On ne peut pas tellement le déterminer, c'est du plomb, donc on a une masse de plomb. C'est le coup de grâce, on l'achève dans l'allée du jardin. Comme toujours, les gendarmes commencent d'abord par le cercle le plus proche. Les premières auditions de la famille ne mettent en évidence aucun contentieux majeur, quel qu'il soit. Il n'était pas perturbé, il n'était pas tracassé. Les jours derniers, il vivait normalement, il n'avait pas changé ses habitudes de vie. Il n'y avait pas d'éléments particuliers laissant craindre quoi que ce soit. Si la famille n'a rien de spécial à signaler, les employés de Christian Labouisse ont peut-être plus de choses à dire. Le coup de grâce, le coup de fusil en pleine tête, témoigne souvent vraiment d'une vengeance, mais qui vient du fond des tripes. On va constater ce genre d'acharnement sur des affaires de règlement de compte, au sens large. Reste à déterminer le mobile. Le mobile peut être un litige avec un salarié, un de ces gros bras peu causants. Mais au sein de l'entreprise, personne ne connaît d'ennemi au patron. Les salariés, ils sont unanimes pour reconnaître les compétences, la loyauté, le côté social qu'il peut y avoir dans les dites sociétés. On n'a pas entendu les 350 personnes quand même, mais de ce qu'il en ressort, Christian Labouisse était apprécié en tant qu'employeur. Toujours réglo, le salaire jamais en retard. Pour lui demander des acomptes, il voulait donner. Et même il s'investissait avec certains employés qui étaient carrément des amis. C'était un monsieur. Si on faisait un reproche à un de ces gars, il prenait sa défense. Quand on était comme ça en situation extérieure et tout ça, il a toujours pris la défense de ces gars. Après, si jamais la personne était en tort, valait mieux pas être en aparté avec lui, j'imagine, parce que là, il devait y avoir une sacrée remontée de bretelles. Ses troupes, il savait les mener, et puis les troupes aimaient se faire mener par lui, ça c'est sûr. Alors les gendarmes épluchent les dossiers des 2 sociétés, à la recherche de transactions douteuses, de magouilles. En vain. C'était vraiment une entreprise modèle, qui fonctionnait véritablement comme une organisation militaire, au sens carré du terme, au sens de l'organisation, au sens du respect. Une entreprise intègre qui respectait ses salariés, mais aussi ses clients. Christian Labouisse aimait le travail bien fait. En 10 ans, il était devenu un poids lourd du gardiennage, une figure dans le showbiz. Il s'est imposé naturellement à cause de son savoir-faire, tout simplement. Il a compris ce que les productions attendaient d'une boîte de sécu dans ce milieu-là. C'est-à-dire de la discrétion, de la courtoisie, de la fermeté. En plus, Christian Labouisse, lui, était capable de faire de la garde rapprochée. Du coup, même si ses prestations étaient parfois plus chères que celles de ses concurrents, Christian Labouisse était devenu incontournable. Au Zénith de Toulouse, comme ailleurs. Il a énormément de contacts, il a énormément de connaissances et il couvre tout ce qui est aspect événementiel, en gros, aussi bien sur la région parisienne que sur la région lyonnaise, que sur la région marseillaise, toulousaine et également sur Bordeaux. Christian Labouisse gênait-il certains de ses concurrents ? Les gendarmes en sont persuadés. Car non content de dominer la profession, le big boss de la sécurité s'était aussi mis en tête de la moraliser. Une révolution dans ce secteur professionnel.
Il voulait donc établir une charte dans laquelle donc, les entreprises de sécurité s'engageaient à respecter certains éléments, les plus basiques étant la déclaration des salariés à l'URSSAF et également essayer de sortir à peu près une grille de prix pour des prestations identiques. Ce projet, la Dépêche du Midi l'avait dévoilé. 3 mois avant sa mort, Christian Labouisse expliquait qu'il voulait lutter contre le travail au noir et la concurrence déloyale de certaines sociétés véreuses. Début décembre, quelques jours avant sa mort, cette opération main propre était même montée d'un cran. Il avait établi une sorte de liste noire et cette liste avait été remise à divers organismes comme les impôts et l'URSSAF. C'est une démarche de balance au fisc, et peut-être ça ne plaît pas. Les premiers éléments que l'on ressort de cette liste, ce sont bien entendu certains casiers judiciaires de certains salariés ou de certains chefs d'entreprise qui nous font un peu frémir. Un agent de sécurité attire particulièrement leur attention. Un individu qui a travaillé pour la victime et qui a été remercié 2 ans auparavant. Cette personne, depuis, travaille pour le compte d'une autre entreprise qui elle-même est visée sur la fameuse liste noire. Les gendarmes filent le bonhomme et le mettent sur écoute. Parallèlement, ils épluchent les appels téléphoniques et les emplois du temps de tous les dirigeants épinglés sur la liste noire. Ils sont persuadés que les meurtriers en font partie. Rapidement, dans cette enquête, au bout de 48 heures, nous avons la conviction que nous allons nous installer dans la durée et que nous allons devoir faire face à une enquête longue et minutieuse. Monsieur Labouisse, est-ce que vous étiez au courant de ce projet de syndicat? Là, pour ça, oui, j'étais au courant. Il m'en avait parlé plusieurs années auparavant. Et alors, il voulait aller jusqu'au bout? Je pense que oui. C'était pas quelqu'un capable de reculer, même s'il sentait un danger, même si plus on lui mettait des bâtons dans les roues, et plus justement ça le stimulait pour aller de l'avant. Et s'il avait été menacé, est-ce qu'il vous en aurait parlé? Au fond de moi-même, je ne crois pas. Il y a Il y a sa femme non plus d'ailleurs, parce que je pense qu'il aurait voulu protéger aussi bien sa famille que ses amis. C'était le genre à se débrouiller tout seul? Ah, tout à fait, tout à fait. Ça, il ne demandait jamais rien à personne, même pas à la police. Je pense qu'il n'aurait même pas dit s'il avait été menacé. Et vous y croyez, vous, à cette piste? C'est la première piste à laquelle j'ai pensé. D'ailleurs, lors de mon entrevue avec les enquêteurs, après des obsèques, je vais demander à les voir. Et ils m'ont dit, textuellement, avec cette histoire de syndicat, il s'est créé beaucoup d'ennemis. Les gendarmes décortiquent aussi la vie privée de la victime. À sa mort, Christian Labouisse vivait dans sa grande maison avec sa femme et Geneviève, sa dernière fille d'une 20aine d'années. C'est une famille presque modèle qui a réussi, qui en apparence ne met en évidence aucun indice troublant au niveau de son épouse ou de la famille. Pourtant, le jour de sa mort, le 23 décembre, Christian Labouisse avait rendez-vous avec une autre femme, une employée de la mairie de Toulouse. Et là, on va découvrir que Christian Labouisse a une maîtresse, et avec cette maîtresse, il a une fille cachée, qui vit sur Paris, et qui est de l'âge de sa fille légitime. Et ça va remonter à la surface, donc ça va provoquer un profond malaise. La jalousie. Et si Christian Labouisse avait tout simplement été victime d'un crime passionnel? On ne sait pas quels sont les rapports entre M. Labouisse, sa maîtresse et la fille. Il peut y avoir une opposition qu'on ne maîtrise pas, une opposition entre 2 familles ou 2 clans qui peut engendrer l'apparition d'un tueur, pourquoi pas. Mais au fil des auditions, la piste se dégonfle. Il semblerait, en tout cas des éléments qui ont pu être recueillis, que cette relation sentimentale était terminée et que la victime n'entretenait plus que des relations amicales avec cette personne. Christian Labouisse assure financièrement les études, la vie de cette femme et de sa fille, de cette fille. La fille est très très proche de son père.
l'ex-femme aussi, l'ex-maîtresse, et la fille ne manque qu'une chose, c'est faire la connaissance de sa demi-sœur. Du coup, le crime passionnel est définitivement écarté. Les gendarmes n'ont trouvé aucune autre liaison à Christian Labouisse. En fait, il s'était marié 2 fois. La première en 63, il avait 20 ans, il était déjà militaire. Sa femme, elle, travaillait à la poste. Rapidement, ils ont une petite fille, Patricia. Mais 9 ans plus tard, le couple a un grave accident de voiture. La femme de Christian Labouisse est morte. Elle avait à peine 30 ans. Ce décès l'a anéanti. C'était quelque chose de difficile en tout cas. Comme on porte un sac à dos, quoi. Chacun porte un sac à dos dans sa vie, plus ou moins chargé, quoi. Ça faisait partie des choses qu'il assumait d'ailleurs. Qu'il assumait mais qui lui pesaient. Veuf, militaire de carrière, Christian Labouisse a confié sa fillette de 9 ans à une tante. Patricia a grandi sans sa mère, loin de son père, dans le non-dit. C'est une petite fille de 9 ans qui, du jour au lendemain, ne va plus voir sa mère et à qui on ne va fournir absolument aucune explication. Son père ne lui dira rien et elle apprendra la mort de sa mère par une cousine de façon tout à fait brutale et fortuite. 2 ans plus tard, Christian Labouisse s'est remarié avec Monique. Mais Patricia n'a pas été invitée à la fête. Elle s'est sentie écartée de la nouvelle vie de son père. En 82, il a eu une 2e fille, Geneviève. Il était alors instructeur commando à Collioure, au fort Montlouis. Ensuite, il a quitté l'armée et la famille s'est installée en pleine campagne, près de Toulouse. Christian Labouisse voyait peu sa fille aînée. Patricia a terminé ses études en pension avant de devenir militaire, elle aussi. Mais elle n'est pas restée longtemps dans l'armée. À la mort de son père, Patricia a 40 ans, 2 demi-sœurs de 20 ans. Mais des 3 filles, c'est elle qui intrigue le plus les gendarmes. Monsieur Labouisse, votre frère, en fait, avait 3 filles, une avec chacune de ses 2 épouses et une issue d'un jardin secret, si on peut dire. Voilà, fille cachée, comme on dit. Voilà. On avait parlé, justement, c'était après le décès de mon père, quand nous allions chez le notaire pour la succession, il m'en avait parlé. Il m'avait dit, j'ai fait une bêtise, mais j'assume, jusqu'au bout. Quoi qu'il en coûte. D'ailleurs, il l'a reconnu, elle porte son nom. Et sa femme Monique, elle le savait, elle ? Oui. Elle le savait, oui. Évidemment, je comprends que ça devait être très difficile. Et Patricia, alors quel lien elle entretenait avec son père ? Bon, il la recevait toujours, bien sûr, des liens normaux, disons, de père à fille. Mais c'est vrai que Patricia a toujours été difficile. Je pense que ça vient de ce traumatisme qu'elle a eu à la mort de sa mère. Je pense que c'est ça. Et donc, quand je le rencontrais, que je lui demandais des nouvelles de Patricia, je sentais qu'il était gêné de me répondre. Il y a toujours des soucis avec elle, toujours des soucis. Voilà ce qu'il me répondait. Donc, je n'insistais pas. Et à la mort de votre frère, quelle est l'ambiance dans la famille ? On ne s'est pas ni divisé, ni disputé, ni quoi que ce soit. Bon, nous avons fait bloc. Et moi, personnellement, j'ai laissé Monique, ma belle-sœur, s'occuper de tout, et même pour le procès des avocats. C'est elle qui a choisi les avocats. Nous avons été quand même assez unis. Voilà. Quand son père est tué, Patricia ne vit pas chez elle. Elle souffre de dépression et c'est à l'hôpital que les gendarmes vont l'interroger. C'est une femme qui n'a quasiment aucune activité professionnelle, qui est de très très forte corpulence et qui est le mouton noir, je vais le résumer comme ça, un peu de la famille Labouisse. Psychologiquement, elle est très perturbée, très instable. On va apprendre qu'elle a une vie sentimentale agitée. Au moment où nous nous intéressons à elle, elle vit avec une personne qui sort de prison pour avoir tué quelqu'un. Un tueur dans la famille, voilà une bonne piste. Les gendarmes le convoquent, mais l'homme a un alibi et il ne connaît pas vraiment Christian Labouisse. Son histoire d'amour était trop récente. Patricia a une vie sentimentale
assez tumultueuse, avec une prédilection pour les liaisons dangereuses. 1 an plus tôt, elle avait pris la gérance d'un bistrot avec un certain Pompon, ou plutôt Christian. C'était le grand amour. Mais très vite, Pompon a laissé Patricia toute seule derrière le bar. En juillet, il est devenu si violent qu'il l'a envoyé plusieurs jours à l'hôpital. Ce qui avait fortement déplu Christian Labouisse, lequel lui avait envoyé 2 messagers pour lui expliquer qu'on ne tapait pas sur les filles et encore moins sur la sienne. 2 gros bras qui devaient arracher Patricia des griffes de Pompon. Mais quand ils se sont présentés à l'hôtel où vivait le couple, l'opération a tourné à l'expédition punitive. Moi, je devais être là un peu, pas comme on va dire le garde du corps, mais voilà, la personne de protection qui lui arrive rien. Lui, il a commencé à la menacer, puis il a dit de toute façon je vais sortir, il l'a insulté. Et moi, c'est là où je l'ai attendu en bas dans le parking, et c'est là où je lui ai mis moi-même donc une raclée, et j'ai pu récupérer les clés pour qu'elle récupère ses affaires. Cette personne avait une place au soleil, à Nord. Il gérait un bar dans lequel il n'avait pas investi le moindre centime, sur le dos, on va dire, de la fille de Christian Labouisse. Sauf que du jour au lendemain, l'intervention de Christian Labouisse lui a fait tout perdre. Et il a vu qu'il n'avait plus qu'une chose à faire, c'était partir de Toulouse et rejoindre sa région d'origine. On a là aussi affaire à quelqu'un qui est un petit peu atypique dans l'environnement de Christian Labouisse et qui en tout cas a de bonnes raisons de lui en vouloir. Et voilà encore un autre bon client pour les gendarmes. Pompon a un mobile et il est violent. C'est quelqu'un qui a toujours été opportuniste dans la vie et c'est quelqu'un qui a toujours profité de ses conquêtes féminines. C'est un beau parleur. Mais quand les gendarmes passent son emploi du temps au crible, ils déchantent vite. Le jour des faits, Pompon était à Grenoble. Les gendarmes n'en ont pas encore fini avec les amants de Patricia. Elle a aussi vécu pendant 15 ans avec un homme qui les intéresse bigrement, parce qu'il en veut à Patricia. Non pas de l'avoir quittée, mais de l'avoir volée. Cet amant-là s'appelle Claude. Il habite à 500 km de Toulouse, entre Marseille et Toulon. C'est quelqu'un qui vit à Saint-Cyr-sur-Mer, qui est célibataire et qui vit avec son frère, qui n'a pas de téléphone mobile, et le téléphone fixe, il y a à peu près 2 appels par mois. Le 10 janvier 2005, 18 jours après le meurtre, les gendarmes débarquent chez lui. Une grande bâtisse plantée sur les hauteurs de Saint-Cyr-sur-Mer. On rencontre une personne de bonne foi, souriante, qui accueille les gendarmes comme si c'était les gendarmes locaux. Rentrez, asseyez-vous, vous voulez un café, 2 tomates. Il a une tenue, il a un petit short avec le petit Marcel blanc. Voilà, donc il manque que le béret, il a les charentaises aux pieds, voilà. C'est quelqu'un qui ne s'entretient pas et qui est un petit peu pâteau, et un petit peu enrobé. À 56 ans, l'homme a déjà tout du vieux garçon. C'est très très bien rangé chez lui. Et là, il y a des étagères avec des produits comme ça, mais... Il collectionne les produits de douche et de shampoing et autres. Il en a une quantité monstrueuse chez lui. Ils sont alignés, mais vous vous mettez sur le côté. Donc on sent qu'il est farci de tocs, de tiques, et c'est tiré au cours d'eau, mais c'est impressionnant. Donc là, on a affaire à un farfelu, quoi, quelque chose de particulier. Il va nous expliquer qu'il parcourt la nuit les poubelles de supermarchés qui se trouvent à l'extérieur, où il récupère tout ce que les supermarchés jettent. Financièrement, il a l'argent pour vivre normalement, donc ça relève plus d'un désordre psychologique qu'autre chose. Claude Clément confirme qu'il a vécu avec Patricia Labouisse pendant 15 ans, mais il connaît à peine Christian, il ne l'a rencontré qu'une seule fois. Quant à Patricia, elle s'est fait la belle avec le fameux Pompon. Ça va faire 1 an et demi et elle n'est pas partie les mains vides. Lui, il maintient que Patricia lui a volé de l'argent. Et alors là, il parle d'argent, et donc dans les propos sur l'argent, les enquêteurs s'aperçoivent qu'il est en train de mélanger, il mélange tout, il mélange les anciens francs, les nouveaux francs, les euros, pour parler de sommes colossales. On le voit, il est physiquement, il rentre dans un état, il est quasiment en transe.
il raconte qu'il avait cet argent chez lui. Alors là, c'est là où c'est qu'on tourne dans la fable. Hein. On est un peu dans un autre monde. Il dit qu'il mettait l'argent dans des sacs en plastique. 680 000 € en liquide, dans un sac en plastique, caché dans le meuble sous l'évier. Il est incapable de nous dire réellement d'où vient cet argent. C'est des explications qui sont très confuses et qui ne nous permettent pas d'avoir nous-mêmes la propre conviction qu'il a réellement été victime d'un vol. On se dit le vol d'argent, c'est du pipeau. Il a dit qu'il s'était fait voler de l'argent. Comment des gens qui vivent avec des produits avariés, il fait les poubelles, son fils et son frère n'a pas de chauffage, etc. Comment cet individu peut disposer de tant d'argent? Les gendarmes comprennent qu'ils ont encore fait chou blanc. Ça ne peut pas coller, c'est pas possible. 3 semaines après le meurtre, les gendarmes mettent donc hors de cause les 3 amants de Patricia. La piste familiale refermée, ils peuvent se concentrer sur le réseau professionnel. Dominique, d'autres pistes traînent encore dans l'environnement professionnel de Christian Labouisse. Et qu'est-ce qu'elle donne alors? D'abord, la piste professionnelle, c'est cette liste noire des entreprises véreuses qui a été établie par Christian Labouisse et qu'il a donnée au fisc. Donc autant d'entreprises qui pourraient, ou de personnes dans ces entreprises qui pourraient avoir des raisons de lui en vouloir. Les gendarmes continuent à éplucher cette liste et ne trouvent rien. Il y a une autre piste qui est très intéressante, c'est la piste Ahmed Razali. C'est une piste qui va arriver aux gendarmes, et Ahmed Razali, c'est quelqu'un qui, en 1994, a tué d'un coup de couteau, dans une bagarre à l'entrée d'une boîte de nuit, un vigile qui était un employé de Christian Labouisse et qui s'appelait Mohamed Sakali. Et Christian Labouisse s'est investi, après la mort de son employé, il a assuré toute la logistique pour faire retourner, rapatrier son corps vers l'Algérie, son pays d'origine. Il a financé le rapatriement du corps, il a financé les obsèques. Il a trouvé un avocat à la famille de Mohamed Sakali, maître Catala, pas n'importe qui, le propre avocat de Christian Labouisse. Et puis, il a même participé à la reconstitution au cours de laquelle Ahmed Razali a insulté et menacé de mort Christian Labouisse en lui disant « Mais qu'est-ce que vous venez faire dans cette affaire? Ça ne vous regarde pas. » Donc quelqu'un qui pouvait en vouloir à Christian Labouisse. Et pourquoi on reparle maintenant de cette histoire-là? On en reparle à ce moment-là parce que Razali, il a fait sa peine, il est sorti de prison en 2000. Donc ça fait de lui un suspect. On va vérifier, il a un alibi, ça n'est pas lui qui a tué Christian Labouisse. On parle aussi beaucoup du passé de mercenaire de Labouisse. Oui, on va même parler de lui comme d'un possible agent secret. Donc les gendarmes vont être obligés de vérifier ça auprès de la DGSE, la Direction des Services Extérieurs, qui leur dit « mais non, c'est faux, il n'a jamais été agent secret ». Alors mercenaire, oui, un peu, baroudeur, oui aussi. On va retrouver tous ses camarades de jeu, entre guillemets, personne qui puisse lui en vouloir. Il n'a gardé de ce côté-là que des amis, donc toutes ces pistes ont été vérifiées, les gendarmes n'ont rien trouvé. Rien jusqu'au 14 février. Ce jour-là, c'est la police scientifique qui appelle les gendarmes. Elle a un nom. Le Grand Noir, oublié sur la scène de crime, a parlé. Un ADN masculin a pu être isolé. Depuis le début de l'enquête, les gendarmes prélèvent toutes les personnes qu'ils interrogent. Et l'empreinte génétique découverte dans le gant vient de matcher avec celle du vieux garçon de Saint-Cyr-sur-Mer, Claude Clément. On tombe des nues, oui, c'est vrai que ça a été une surprise, ça a été un choc. Les gendarmes se sont fait berner par la bonhomie du personnage. Quand ils partent l'arrêter, ils ont d'ailleurs toujours du mal à l'imaginer dans le costume d'un tueur. Je me pose des questions en lui passant les menottes parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui est en pantoufle, qui a un certain âge, et je me dis c'est pas possible, cet individu commettre un tel fait, ça me paraît au départ surprenant. Ça, l'ADN ont passé à côté. Claude Clément est placé en garde à vue à la gendarmerie maritime de Toulon. Le tueur, ça ne peut pas être lui. Le 23 décembre, il était loin de Toulouse. Il s'en souvient très bien. Ce jour-là, en fin d'après-midi, il est allé admirer les décorations de Noël au centre-ville de Toulon. Il était seul. Et en rentrant,
il est tombé sur un embouteillage monstrueux. Je peux vous dire que ce soir-là, il y avait un accident à telle heure, il y avait un accident sur l'autoroute. Il nous a donné une description très précise. Où c'est que ça s'était passé? Et là, on le sentait sûr de lui par rapport à ça. Et puis toutes ces questions sur ce meurtre, ça ne l'intéresse pas. Il met en avant systématiquement dans ses propos que de toute façon on lui a volé de l'argent et que le reste de toute façon ça lui importe peu. La victime, c'est lui, et Patricia, c'est une voleuse. Elle lui a pris l'argent de sa famille, l'argent que ses parents lui avaient laissé, à lui et à son frère handicapé. Personne ne l'a cru, même pas les gendarmes de Saint-Cyr, quand il a porté plainte. Il s'est manifesté aussi auprès de Christian Labouisse pour récupérer ce que sa fille lui avait volé. Et bien sûr, les enquêteurs lui demandent le retour qu'il a eu de Christian Labouisse. Et là, il dit en ces termes qu'il a été traité comme une merde et qu'il n'a pas eu gain de cause. Claude Clément a donc eu des coups de fil houleux avec Labouisse. Mais aujourd'hui, il ne veut plus en entendre parler, ni de Christian, ni de Patricia. Il en est arrivé à un tel point où il haïssait Patricia et donc de fait il haïssait également cette famille parce qu'il s'estimait spoilé, on lui avait volé son argent. Le voilà donc le mobile, ce vol auquel les gendarmes n'avaient pas cru. Il est temps de passer aux choses sérieuses. On en arrive au gant. Et on lui dit, voilà, le gant, il y a l'ADN, il a été découvert à tel endroit, l'endroit où a été tué M. Christian Labouisse. Ah, je vous le fais. Ah, je suis quoi? Ah, putain, hop, pas touché. Ah, c'est mon gant. Et où vous l'avez trouvé? C'est comme ça se passe. Eh bien, il a disparu, on me l'a pris, on me l'a volé. Ah bon? Et qui c'est? Eh bien, c'est Pompon et Patricia qui m'ont pris. C'est eux, ils veulent me faire apporter le chapeau, ils ont tué. Ils prennent ça comme... Ils ont tué Christian Labouisse. On s'y attend pas à celle-là. L'homme a de la répartie, mais il en faut beaucoup plus pour déstabiliser les gendarmes. Patricia est au moment des faits hospitalisée et Pompon, il a son téléphone et un environnement qui a été fait avant. Il est, je crois, à Grenoble ou je ne sais pas où. Donc là, on se rend compte qu'il ment à 200%. Donc, on passe notre temps de la garde à vue sur le gant et l'ADN du gant. Et donc là, il sent qu'il est pris au piège, mais jusqu'au dernier moment, il dira non, c'est pas moi, j'y suis pour rien, etc. Claude Clément est mis en examen pour assassinat. Et en attendant son transfert à Toulouse, il est écroué à la maison d'arrêt de Toulon. Quand on arrive à l'entrée de la maison d'arrêt de Toulon, il se tourne vers moi, il dit « Vous me faites marcher là ?» Je dis « Non, je dis Claude Clément, la porte va se refermer. » Puis on entend le clonk de la porte. Oui, mais non, vous me faites ça, vous me faites peur, c'est pas possible, j'ai rien fait. Et j'ai dit Claude, si, c'est la prison là. On va vous laisser là, on va vous poser là. Mais non, mais comme ça, toujours avec le sourire, toujours la bonhomie habituelle, etc. 2 jours plus tard, le 18 février, Clément est présenté aux 2 juges d'instruction de Toulouse. Il leur sert la même version qu'aux gendarmes, il nie tout en bloc. L'enquête se poursuit donc malgré lui, il faut vérifier le mobile, cette histoire de vol. Claude Clément a bien porté plainte à la gendarmerie de Saint-Cyr-sur-Mer le 28 septembre 2003, quelques jours après le départ de Patricia. Il avait été entendu plusieurs fois. La plainte avait été envoyée au procureur de Toulon. Il y détaillait tout ce que Patricia avait emporté. L'argent, mais aussi les bijoux. 250 disques laser, soit 7 622 €. Et aussi pour 37 500 € de cassettes vidéo. Les gendarmes varois n'avaient pas pris au sérieux cette histoire de vol. Au point que les personnes qui sont nommées par cette plainte, donc à savoir Pompon et Patricia, ils n'ont toujours pas été auditionnés. La plainte est donc restée lettre morte, oubliée dans un tiroir du tribunal de Toulon. Du coup, quand cette histoire ressort en mars 2005, les gendarmes vont chercher Patricia Labouisse. Et elle s'effondre immédiatement. Oui, c'est bien elle qui a pris l'argent sous l'évier juste avant de s'enfuir avec Pompon.
Elle prend la décision de quitter Claude Clément et elle emporte tout l'argent. Pompon est là, Pompon voit, Pompon participe, mais elle endosse la pleine responsabilité de ce vol. Ils ont passé la nuit à l'hôtel où ils ont compté l'argent, environ 107 000 €. De quoi mettre du beurre dans les épinards. Ils vont se faire plaisir. Ils vont vivre à l'hôtel, ils vont manger au restaurant, et l'argent va partir, et va filer, très très vite. Quelques mois plus tard, Patricia et Pompon reprennent la gérance d'un bar à Toulouse. Et leur train de vie commence à intriguer Monique, la belle-mère de Patricia. Et au fil d'une discussion, Patricia va lui indiquer qu'elle avait un apport d'argent d'origine un petit peu particulière. Enfin bref, elle explique qu'elle l'a subtilisé à Claude Clément. Elle va finir par l'avouer à son père, qui lui dira « Tu nous coûtes cher », de façon un peu ironique. À la fin de sa garde à vue, Patricia réalise à quel point la remarque de son père était prémonitoire. Elle prend conscience de sa responsabilité. Mais elle explique aussi pourquoi elle avait perdu tout scrupule. Claude Clément, elle le rencontre à 25 ans. Il a 16 ans de plus qu'elle, ils vont vivre ensemble assez rapidement. Au début, elle dit qu'elle était amoureuse de lui, sincèrement. Et puis, au fil des mois, très rapidement, la violence insidieuse s'installe dans ce couple. Et au quotidien, elle a quelqu'un qui ne cesse de la rabaisser et de la mépriser. Elle justifie son vol comme étant une compensation de 15 années de souffrance, mais elle réussit à se révolter par ce détournement d'argent, car je pense qu'elle savait que c'était l'endroit où il fallait le toucher pour qu'il ait mal. Et elle avait vu juste. Le psychologue a fait le même constat quand il a rencontré Claude Clément en prison. Il est tombé malade du vol dont il a été la victime. Il faut savoir qu'il a perdu 48 kilos après ce vol. Donc on voit bien que c'est comme si on lui avait arraché des tripes. C'est un homme qui a une relation quasiment pathologique à la possession. Il faut savoir que c'est un obsessionnel. C'est un homme qui est propre, méticuleux, rigoureux, extrêmement ponctuel, économe, avare, moi je dirais. Finalement, j'imagine qu'il devait compter, recompter cet argent, le regarder et se rassurer tous les jours par cette possession et par cette collection de billets de banque. Une plainte aux oubliettes, une justice aux abonnés absents, une famille Labouisse qui l'a pris de haut. Claude Clément s'est senti abandonné, humilié. Pendant plus d'1 an, il a ruminé tout ça dans son coin. Ce vol est devenu une obsession, jusqu'à décider peut-être de se faire justice. Maître Laurent Decaune, vous êtes l'avocat de Patricia Labouisse. Pourquoi votre cliente n'a-t-elle pas parlé de cette histoire de vol quand elle a appris l'assassinat de son père ? Elle-même n'a pas fait le lien. Alors elle ne l'a pas fait, pas forcément sur le plan logique, mais sur le plan affectif, elle ne pouvait pas le faire, me semble-t-il. Donc, ne l'ayant pas fait ou ne l'ayant pas expliqué à elle-même, elle ne l'a pas expliqué aux autres. Elle n'a jamais imaginé que Clément était capable de faire ça ? Non, je crois qu'elle ne l'a pas imaginé. Et d'ailleurs, personne ne l'a imaginé dans la famille de M. Labouisse, puisqu'il y a eu des discussions après l'assassinat. Parce qu'eux non plus n'ont pas parlé de ce vol aux gendarmes. Eux non plus n'en ont pas parlé. On en a parlé après sa mort parce qu'on voulait précisément éviter que Clément ne fasse un scandale en profitant du décès de Labouisse pour remettre cette question sur le tapis. Pourquoi il s'en prend à ce moment-là à Christian Labouisse plutôt qu'à sa fille ? Incompréhensible. C'est un acte insensé, mais en même temps, dans sa logique à lui, c'est une espèce d'exercice vengeur. Et il a essayé de faire un geste meurtrier et suicidaire à la fois, une espèce de tentative de naufrage collectif. Il a voulu que tout le monde souffre de façon majeure en même temps, à cause de son argent. Comment votre cliente a-t-elle réagi quand elle a appris le mobile de l'assassinat ? Je crois que c'est une extraordinaire et vertigineuse désolation pour elle de se trouver ainsi
la cause extravagante, la cause absurde, mais la cause quand même de la mort de son père. Pour elle, qui était déjà très fragile psychologiquement, ça a été un effondrement, une destruction supplémentaire. Un ADN, un mobile, mais pas d'aveu. Les juges qui instruisent l'affaire Labouisse ne savent toujours pas comment Clément s'est procuré un fusil de chasse et surtout un 11-43. Qui lui a fourni ces armes? Le deuxième tireur? Clément a peu d'amis. Les gendarmes en font vite le tour grâce à ses relevés téléphoniques. C'est comme ça qu'il remonte jusqu'à un certain Richard Cornély. Il est connu à Saint-Cyr pour être un grand amateur d'armes, passionné par tout ce qui touche de près ou de loin aux armes à feu et par ailleurs licencié dans un club de tir. Comme Claude Clément, l'homme habite Saint-Cyr-sur-Mer. On se rend chez lui, il est absent, on essaye de le trouver, il n'est pas là et on décide de rentrer en contact téléphonique avec lui pour fixer un rendez-vous. Le lendemain matin, Richard Cornély se présente à la gendarmerie où il est entendu en simple témoin. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Où j'étais le 23 décembre? Moi, je ne savais pas, moi. Et le 23 décembre, en fait, j'étais chez mon cousin en train de faire la tuyauterie dans les serres. En fait, les gendarmes le savent déjà. Ils ont vérifié. Richard Cornély n'était pas à Toulouse le jour du crime. Ce n'est pas le deuxième tireur. Mais il a peut-être joué un autre rôle dans cette histoire. Puis voilà, après ils m'ont dit vous connaissez Clément? Je dis oui. Les Clément, Richard Cornély les connaît depuis des années. Le père était comptable, la mère s'occupait des 3 enfants. C'était une famille discrète, bien implantée à Saint-Cyr-sur-Mer. Dans les années 60, les parents Clément ont acheté des terres et une belle bastide qui ont pris de la valeur. Claude, l'aîné, est devenu chauffeur routier. Il est parti de la maison suivi de près par son cadet. Son frère, Yves, c'était mon meilleur ami. Il est parti vivre à Paris, il s'est marié. Et je les ai plus connus depuis des années. Cornély en est là de son récit quand son téléphone sonne. Les gendarmes le laissent répondre, c'est sa compagne. Mais dans la conversation, il glisse un mot de trop. Dans le brouhaha de la pièce, j'arrive à capter en fait, qu'il fait une confidence à la personne avec qui il est en ligne en disant il pense que j'ai gardé les trucs quand Claude est venu me voir à la maison. Bon. Les trucs, à la maison, pour les gendarmes, ce sont sûrement les armes. On le met face à cet élément qui est quand même majeur, parce que jusque-là, on n'a jamais parlé de trucs, pour reprendre son expression, et donc il est contraint, finalement, de nous expliquer qu'effectivement, il a reçu la visite de Claude Clément une nuit, que ce dernier était complètement affolé, et qu'il lui a remis un sac dont il a compris, en les soupesant, qu'il y avait des armes à feu à l'intérieur. Des armes à feu que Richard Cornély a donc cachées aux gendarmes alors qu'il s'agit de pièces à conviction importantes. De simple témoin, il devient suspect. Et il a beau protester, on lui signifie qu'il se trouve maintenant en garde à vue. C'est Clément qui m'a dit « Tu les vends, j'en ai plus besoin ». Mais j'étais loin de savoir que ces fusils avaient servi pour un meurtre. Cornély le répète, Clément, il l'avait perdu de vue depuis 30 ans. Ils se sont revus par hasard il y a 6 mois, et peu de temps après, c'est Claude qui a repris contact. Il m'a dit, est-ce que tu fais toujours du tir? Je dis oui. Il me dit, oh, j'ai des pigeons à la maison. Je lui explique. Est-ce que tu pourrais me trouver un calibre 12? Ben, je dis oui, ça se trouve. Je l'amène au club de tir. Et je lui dis, tiens, tu vas voir ce mec et celui-là. Et tu t'arranges avec eux. Je suis un mec qui rend service. Et ça s'arrête là. Claude Clément
achète un fusil de chasse. Mais quelques semaines plus tard, il rappelle Cornélie, il veut se mettre au tir sportif. C'est à ce moment-là qu'il décide de s'acheter un pistolet automatique 11-43. Cornélie finit par le mettre en relation avec la bonne personne, entre guillemets, c'est-à-dire celle qui pourra lui vendre une arme sans trop faire de déclaration et sans trop faire de papier. Voilà donc comment Claude Clément s'est procuré les armes. Reste à les retrouver, elles ne sont pas chez lui. Les gendarmes filent chez Cornélie. Quand nous perquisitionnons chez Richard Cornélie, on est ébahis devant la quantité d'armes et de munitions détenues chez un particulier. Nous sommes dans une armurerie. Mais dans cette armurerie, aucune trace du pistolet 11-43, ni même du fusil que Claude Clément avait confié à Richard Cornélie. Il finit par nous avouer que le fusil de chasse qui était dans ce sac, en fait, il l'a donné à un de ses neveux, qui est lui-même chasseur. Et donc, ce dernier a récupéré le fusil que lui avait amené Claude Clément. Donné ? Non. Plutôt débarrassé. Richard Cornélie est allé voir son neveu le jour où il a appris que les gendarmes le cherchaient. Il se doutait donc de quelque chose. Et ce n'est pas tout. Les gendarmes retrouvent beaucoup de balles de calibre 11-43 percutées chez lui. Et lorsqu'ils les analysent au microscope, le service balistique établit rapidement que c'est la même arme qui a été utilisée sur les lieux du crime et celle qui a tiré les munitions qu'on retrouve chez Richard Cornélie. Donc l'arme qui a été utilisée pour le meurtre de Christian Labouisse est passée obligatoirement dans le local où travaille Richard Cornélie habituellement. Celui-ci ne le conteste pas. Une fois de plus, il rend des services à un copain. C'est tout. Quand il a tiré les cartouches, comme je les recharge, les cartouches, les douilles vides, j'ai dit, t'as qu'à les mettre là-dedans, je les rechargerai par la suite. J'ai le droit, j'ai l'autorisation. J'ai une licence de tir, je peux charger n'importe quel calibre. Mais au tribunal de Toulouse, les juges d'instruction ne sont pas convaincus. Ils mettent Richard Cornélie en examen pour complicité d'assassinat et l'homme file derrière les barreaux. Pendant des semaines, la situation reste au point mort. Richard Cornélie tente de convaincre les juges de sa bonne foi. Claude Clément, lui, nie tout en bloc, malgré plusieurs confrontations entre les deux hommes. Jusqu'au 3 août 2005, 7 mois après le meurtre de Christian Labouisse. C'est la 3e fois que les juges d'instruction organisent une confrontation entre Clément et Cornélie. Explosive. Cette confrontation a été explosive, parce que Claude Clément a tout nié, en bloc. Il n'a jamais eu d'armes, il n'a jamais fréquenté de club de tir, et Richard Cornélie ne raconte que des mensonges. Il a même traité de sac à vin, d'alcooliques, je ne fréquente pas les alcooliques, ce sont tous des menteurs, des fainéants. Donc, à ces provocations, j'ai trouvé que Cornélie avait pu tout de même garder son sang-froid. Une nouvelle fois, la confrontation tourne en rond. Alors, après la pause déjeuner, les deux juges changent de stratégie. Ils ont de nouvelles billes, les révélations d'un témoin clé, Nathalie, la dernière compagne de Claude Clément. Elle va finir par nous dire qu'elle a vu à la maison arriver le fusil et une arme de poing. Elle nous parle d'une boîte orange qui contenait cette arme. Elle l'a décrit, cette arme. Elle sait que c'est une arme de poing. Non, 43, elle ne le sait pas, mais c'est une arme de poing neuve, noire. Et elle nous dit que Claude Clément s'était fait mal à la main en utilisant cette arme. Clément
s'est donc bien entraîné au tir. Et ce n'est pas tout. Nathalie a raconté aux gendarmes que quelques mois avant le meurtre, il l'avait emmenée à Nailloux. Nailloux, c'est le village à côté de la maison des Labouisses. Il avait fait une sorte d'enquête de voisinage dans ce village, puisqu'il savait que Christian Labouisse habitait dans le secteur, mais pas précisément où. Et il était tombé sur plusieurs personnes qui lui ont dit « Attention, on vous trouve un petit peu remonté, n'y allez pas le voir comme ça. Monsieur Labouisse, ce n'est pas quelqu'un à qui on va voir comme ça et qu'on va bousculer un petit peu pour essayer d'obtenir quelque chose. » Si Nathalie s'est décidée à parler, c'est parce qu'elle se sent menacée. Elle l'a écrit au juge, elle a peur de Claude Clément. Claude Clément répond au juge d'instruction, mais c'est une malade. Mais les révélations de Nathalie l'ont déstabilisée. La pression des juges devient trop forte. Le fil allait se briser. Il était vraiment extrêmement tendu. C'était vraiment tempête sous le crâne chez cet homme. Les juges sentent la faille, l'un d'eux s'y engouffre. Monsieur Claude Clément, est-ce que vous ne sentez pas que votre position est devenue intenable? Est-ce qu'il n'est pas temps de dire la vérité? Monsieur Claude Clément baisse la tête. Et c'est à ce moment-là que je demande au juge d'instruction d'interrompre l'audition pour que je puisse m'entretenir avec mon client. Les juges suspendent la confrontation. Claude Clément sort réfléchir quelques minutes avec son avocat et quand il revient, il déballe tout. Il dit « J'ai pété les plombs, je vais tout vous dire. » Le 23 décembre, il n'en pouvait plus. Il n'en dormait pas depuis 3 jours. Il était totalement persuadé que Christian Labouisse était de mèche avec sa fille Patricia et qu'il fallait qu'il s'explique de vive voix avec Christian Labouisse. Il décide donc de partir à 14h avec les armes dans la Clio. Après 500 km de route, il arrive à la maison des Labouisses. Il est environ 18h quand il se gare devant l'entrée secondaire de la propriété. Il cache le fusil derrière un arbre, glisse le 1143 sous sa ceinture et attend Christian Labouisse devant le portail. Un quart d'heure, pas plus. La voiture stoppe devant le portail et Labouisse sort de la voiture, vient s'expliquer avec Claude Clément. Claude Clément lui dit « Je veux récupérer mon argent ». Labouisse lui dit « Si tu continues à me harceler, je t'allume ». Claude Clément voit rouge. Il va récupérer l'arme qu'il avait cachée dans le bosquet. Il revient, il trouve Christian Labouisse qui est remonté dans la voiture et il tire. Il blesse Labouisse au bras. Celui-ci sort de sa voiture. Clément tire encore 2 coups. Comme le fusil ne marchait plus, Claude Clément prend le 1143, le sort de la ceinture, et tire vers Labouisse qui était déjà blessé et qui commençait à marcher avec beaucoup de difficultés. Mais le 1143 s'enraye. Christian Labouisse chancelle, mais avance encore. Alors Clément recharge son fusil, il tire 1 fois, 2 fois. Labouisse tombe et continue en rampant. Claude Clément le rattrape et avec le fusil de chasse, tire le dernier coup, le coup fatal qui a tué Labouisse, qui explose son cerveau. Il a tiré sans le regarder, il a tiré sachant que c'était le coup fatal. Clément a repris sa voiture pour rentrer chez lui. Pendant tout le trajet, il était dans un état second. Il raconte qu'il a même loupé la sortie de Saint-Cyr-sur-Mer. C'est en faisant demi-tour qu'il est tombé sur l'accident dont il a parlé pendant sa garde à vue. Il était 23h. Clément s'est débarrassé du 1143 dans une déchetterie. Il est formel, il était seul. Il n'y a pas de deuxième tireur. Il met aussi hors de cause Richard Cornély.
Il a expliqué que ces armes, il ne les avait pas achetées à Richard Corneli, qu'il les avait achetées à 2 autres personnes, et que c'était Richard Corneli qui lui avait présenté ces personnes. Que Corneli a toujours été à l'écart de la transaction. Demeure la dissimulation de preuves. Il sera donc jugé par le tribunal correctionnel pour ces faits. Et devant les carences et le manque de preuves, il va être relaxé. Richard Corneli est blanchi, Claude Clément a avoué. Mais il reste des zones d'ombre. Clément a-t-il discuté avec Labouisse avant de tirer? Ou avait-il déjà décidé de l'abattre? Et était-il vraiment seul? Pour y voir plus clair, les juges organisent une reconstitution le 3 février 2006. La reconstitution commence à l'heure du crime, 18h. Un gendarme tient le rôle de Christian Labouisse. Claude Clément joue le jeu. Il prend les armes devant les juges et les experts. Et la scène est filmée par 2 caméras de la gendarmerie. Et l'accusé donne sa version. Il cache le fusil et va attendre dans le noir devant le portail. Christian Labouisse arrive. Clément essaye de discuter. Labouisse le repousse. Il va alors chercher son fusil, ressort du fossé et tire. C'est là que les experts en balistique interviennent. L'angle de tir ne correspond pas. Le porteur du fusil ne pouvait se trouver que dans le fossé. Voilà. Donc je pense que le porteur du fusil n'a pas bougé de son point et que lorsque le véhicule s'est arrêté, ses premiers mots se sont résumés en un coup de fusil en direction de la portière. Il tire un premier coup de fusil, ce qui a pour effet de faire voler en éclats la vitre. Ensuite, il en tire un second. Là, Christian Labouisse sort. Qu'il y ait eu peut-être tentative de discussion à ce moment-là, pourquoi pas. Mais en tout état de cause, il est impossible qu'il ait discuté avec lui avant de tirer le premier coup de fusil. C'est pas possible. Christian Labouisse a bien été victime d'un guet-apens. Mais Clément était-il seul? Les juges lui demandent de manipuler les armes, notamment son fusil, celui qu'il a utilisé le jour du crime. Et l'expert en balistique doit de nouveau intervenir. Lorsqu'il fait les gestes pour recharger une arme, il est très gauche, il est très maladroit, il est emprunté. On a l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de manipuler une arme, qui ne sait pas trop s'en servir, apparemment. Maladresse ou simple nervosité? On sent bien qu'il est pas à l'aise, mais pas parce qu'il ne sait pas le faire fonctionner. Il n'est pas à l'aise parce qu'il fait l'objet de toutes les attentions et de tous les regards, et on le sent un petit peu déstabilisé. Mais ce qui est certain, c'est que rien ne dit qu'il ne pouvait pas être seul. Parce que son explication, elle est cohérente. Il a là le fusil en bandoulière, le pistolet qui est dans la ceinture du pantalon. Et quand il se sert du fusil, il a les 2 mains libres. Quand il se sert du pistolet, il remet le fusil en bandoulière à l'épaule. Donc il n'est pas incompatible qu'un seul homme puisse avoir 2 armes. Mais chez les experts, le doute persiste à la fin de la reconstitution. Je n'y crois pas trop. Je n'arrive pas à comprendre à quel moment il va recharger le fusil. La victime ne reste pas immobile, il ne reste pas là. Donc c'est assez incompréhensible. Il y a, je dirais, un problème de temps entre toutes ces manipulations et toutes ces manœuvres avec un seul homme armé. Les gendarmes ont pourtant cherché et recherché. Ils n'ont pas trouvé de second tireur. Personne dans l'entourage de Clément n'aurait pu l'accompagner ce jour-là. Jusqu'au bout, l'homme tente de minimiser son geste. Il prétend qu'il a tiré le coup fatal à plus d'1 mètre de la victime. Mais là encore, les experts le contredisent. Les légistes comme les balisticiens affirment qu'il a tiré à bout touchant. À l'issue de la reconstitution, Clément est donc renvoyé seul devant les assises pour l'assassinat de Christian Labouisse. Maître Decaune, avant de témoigner devant les assises, votre cliente comparaît en correctionnel pour le vol commis
à l'encontre de Claude Clément. On lui a reproché de façon légitime sur le plan juridique d'avoir pris à Clément son argent, c'est-à-dire une partie de lui-même. Elle n'interprétait pas ce geste comme étant moralement si répréhensible. D'ailleurs, en réalité... Elle a été reconnue coupable ? Elle a été reconnue coupable. Mais juridiquement, imaginons qu'ils aient été mariés tous les deux. Ils étaient en concubinage, ils ont vécu plus de 10 ans ensemble. Imaginons qu'ils aient été mariés, il n'y aurait pas eu de vol, puisqu'il n'y a pas de vol entre époux. Bon, il ne l'était pas. Donc juridiquement, c'était un vol. Elle était condamnée à quoi ? Elle était condamnée à 1 an de prison avec sursis. Voilà. Et à rembourser, Claude Clément ? Et à rembourser. Alors c'est là que Clément reste égal à lui-même, alors que bon, il y avait quand même cet assassinat qui lui était imputé. Il a discuté âprement des dommages. Ah oui, chaque sou. Oui, chaque sou comptait. Il a fait appel pour savoir s'il ne pouvait pas avoir un petit peu plus. Et les juridictions ont fait un arbitrage de la somme. Parce qu'en fait, Patricia parle de 107 000, Claude Clément de 680 000. Oui, l'enquête a permis de démontrer que c'est une somme de 174 000 euros qui avait été retirée par Claude Clément de son compte et de celui de son frère Paul. Mais voilà, elle a donc répondu de ses actes sur ce terrain-là. Et évidemment, ça n'a pas simplifié sa position devant la cour d'assises, puisqu'elle était victime, partie civile, et en même temps, elle arrivait avec cette condamnation et donc cette situation morale un peu particulière. Devant la cour d'assises, Claude Clément est donc poursuivi pour assassinat, ce qui veut dire préméditation. Pour vous, ça ne fait aucun doute ? Aucun doute. Aucun doute. Et quel est l'enjeu du procès pour la partie civile ? Alors, pour les parties civiles, le besoin de justice est toujours une exigence absolue. Pour Patricia Labouisse, c'était une exigence et en même temps, c'était quelque chose qu'elle redoutait, puisqu'elle était mise en jeu comme étant la cause. Elle se sentait responsable de la mort de son père. L'assassinat en lui-même, c'est le fait pur de Clément. C'est Clément et son argent. Bon, mais bien sûr, elle a contribué factuellement à créer cet enchaînement absurde. 4 ans et demi après l'assassinat de Christian Labouisse, le 3 juillet 2008, Claude Clément comparaît devant les assises de Toulouse. Et dès le départ, les journalistes sont frustrés. Christian Labouisse est une personnalité. Donc, sans doute inconsciemment, on imagine qu'il a été tué par une personnalité. Et Claude Clément, c'est l'inverse absolu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de fade. C'est quelqu'un qu'on oublie. C'est pas quelqu'un qui marque. Claude Clément est défendu par 2 jeunes avocats commis d'office. Quand je défends Claude Clément, j'ai 5 ans d'expérience professionnelle. C'est relativement peu, c'est même très peu. J'aborde le procès très tendu, j'ai peur. J'ai peur de ne pas arriver à faire correctement mon travail. J'ai peur de ne pas arriver à défendre correctement cet homme. Je l'ai vécu très douloureusement, ouais. J'y vais avec la boule au ventre. Face à eux, le gratin des pénalistes. Des ténors du barreau toulousain pour les 3 parties civiles. La famille officielle, sa femme et sa fille Geneviève, sa fille cachée et Patricia, son aînée. Ces 3 familles, en quelque sorte, vivaient le procès de manière séparée. C'est-à-dire que chacune dans leur coin se trouvait face à l'assassin du mari, du père, et que finalement il n'y avait aucune communication. Il n'y a pas de cohésion entre les parties civiles. Il n'y a pas de solidarité, j'ai presque envie de dire. D'emblée, Patricia est montrée du doigt. Rapidement, après l'exposé des faits, le président lui demande de venir s'expliquer à la barre. On a vu apparaître une petite femme avec une toute petite voix qui s'est écriée « J'ai tout gâché », qui porte le poids de la mort de son père sur ses épaules. Comment comprendre ce que cette femme ressent ? C'est terrible. Son père a été assassiné par un homme qu'elle a aimé et elle est responsable de ça. Moi, je me souviens d'une femme anéantie et en plus, une femme qui n'a pas été aidée par le président de la Cour. Le président la bouscule. La défense en profite. Je n'irai pas jusqu'à dire que les torts sont partagés, mais elle ne peut pas ignorer, et la Cour n'ignore pas, et nous n'ignorons pas, qu'elle a joué un rôle déterminant,
Il n'y avait aucun contact préalablement durant la vie commune entre Christian Labouisse et Claude Clément. Le contact, c'est elle qui le fait. Pour Clément aussi, la responsable, c'est Patricia. La problématique de Claude Clément, c'est l'argent. On m'a volé, on m'a volé, on m'a volé. Il répète ça pendant 2 jours. Et la défense pointe du doigt les gendarmes et la justice. Clément n'a pas été entendu. Il n'a pas été calmé. Et surtout, on ne lui a jamais laissé à un moment ou à un autre espérer qu'il allait retrouver son argent, ce qui était quand même pour lui la clé absolue. Quitte à risquer l'incident, les jeunes avocats soulèvent un lièvre. Ils ont découvert dans les papiers de Christian Labouisse un numéro de portable qui pose problème. On trouve dans ses agendas les numéros de téléphone de l'enquêteur qui est en charge à Toulon de la plainte pour vol qu'a déposé Claude Clément. Ça aussi, ça pose question. La question, on la pose aux enquêteurs, on n'a pas de réponse. Claude Clément n'a pas de réponse, mais à l'évidence, il n'est pas dans un délire complet quand il explique qu'il s'est heurté à un mur et que Christian Labouisse a pu à un moment intervenir. La victime aurait-elle cherché à étouffer l'enquête pour protéger sa fille? Les parties civiles s'insurgent, mais cette révélation renforce un malaise diffus qui flotte déjà dans le prétoire. On avait quand même un peu le sentiment pendant le procès qu'il y avait le faible face au puissant. Et que le faible, finalement, se sentant floué, se sentant négligé, a fini par arriver à l'extrême, s'armer et assassiner Christian Labouisse. Il y va armé, effectivement, parce qu'il en a peur. Il en a peur de Christian Labouisse. Il en a peur, il y a eu des échanges téléphoniques houleux, donc il vient effectivement armé, il ne vient pas avec l'intention de tuer. Mais la défense ne convainc pas l'avocat général. Ses réquisitions sont lourdes. Il demande la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Pour lui, comme pour les parties civiles, la préméditation ne fait aucun doute. Il y a embuscade, incontestablement. Clément attendait Christian Labouisse devant chez lui, caché dans le fossé. Et lorsque Christian Labouisse est présenté devant le portail, Clément est sorti du fossé et a tiré sans sommation. C'est le comportement d'un homme qui est sans doute un demi-sel et qui a considéré pouvoir se conduire comme un homme du milieu. Après 2 heures de délibération, lorsque la cour revient pour donner son verdict, la défense s'attend au pire. Je rentre très tendue dans la salle. Quand la peine est prononcée, j'entends 16. Et 16, j'ai la bêtise de croire que c'est peut-être la période de sûreté. Non, c'est la peine. 16 ans pour un assassinat, dans les circonstances que l'on connaît. C'était vraiment un verdict indulgent. « 16 ans pour l'assassinat de votre frère, est-ce que vous comprenez cette peine ?» Alors, pas du tout. Là, ça a été la stupéfaction générale, je crois, dans la salle. 16 ans, c'est pratiquement rien pour un crime aussi horrible. D'autant plus que la préméditation a été reconnue. Oui, c'est ça. Oui, tout a été reconnu. Préméditation, circonstances aggravantes également. Donc, on ne peut pas faire mieux, quoi. Hein. Mais l'avocat général fait appel ? Oui, l'avocat général a fait appel. Il a dit d'ailleurs de suite qu'il allait faire appel. Il nous l'a dit de suite, parce que lui aussi, il n'a pas compris. Hein. Et demander la perpétuité, se retrouver avec 16 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Et vous attendez quoi de ce nouveau procès? Alors en appel, on attendait d'abord la vérité. Pas tellement le nombre d'années de condamnation, mais au moins la vérité. Le 10 juin 2010, le procès en appel s'ouvre à Montauban. Claude Clément vient de passer 5 ans en prison. Il a 63 ans. Claude Clément, lorsque je l'ai vu en appel, je l'ai trouvé diminué, vieilli et affaibli pour moi. Cette fois-ci, Patricia n'a pas eu la force d'affronter ses fantômes. Elle ne comparaîtra pas. Son psychiatre indique qu'elle n'est pas en mesure d'assister à ce nouveau procès en appel. C'est au-delà de ses forces. Du coup, les parties civiles paraissent plus unies. Et Claude Clément est privé de bouc émissaire. Le fait qu'elle ne soit pas présente, je pense que ça a permis à la Cour de se focaliser sur la réalité des actes et du crime que l'on reprochait à Claude Clément. Au 2e jour, le procès prend une autre tournure quand l'expert en balistique vient déposer à la barre.
Il me pose effectivement la question qui, je dirais, ne m'a pas été vraiment posée en première instance, c'est de savoir si je pensais qu'il y avait 2 tireurs et non pas un seul tireur. C'est le président qui me pose cette question et que j'essaie d'expliquer en disant que pour moi, il y avait possibilité qu'il y ait eu 2 personnes et non pas une seule au moment de l'agression. La cour et le prétoire sont troublés, mais Claude Clément le réaffirme, il était bien seul ce soir-là. Jean-Louis Pujol, c'est vous qui défendez Claude Clément en appel. Pour l'expert balistique, il est tout à fait possible que votre client ait été accompagné d'un 2e tireur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, cette thèse a été évoquée effectivement dans le cours des débats, mais je crois que l'expertise balistique ne peut pas aller au-delà effectivement de la constatation du nombre de tirs, de leur trajectoire éventuelle, de leur chronologie éventuellement, mais la présence du second tireur n'est pas avérée. Mais surtout, un 2e tireur, ça signe la préméditation. La préméditation, c'était tout le combat de ce dossier. Il a dit « Je ne suis pas allé à la rencontre de Jean-Christian Labouisse avec l'intention préalable de le tuer. » Mais qu'est-ce qu'il veut en allant voir Christian Labouisse ? Il veut discuter. Il se considère en état d'infériorité. Il se voit opposer une attitude de mépris. Il a aussi en tête cette image, qui je crois a été déformée, de Labouisse. Il a l'idée que cet homme, très certainement, est armé, et donc il subit cette idée du pouvoir que représente ce monsieur. Et je crois que lui, effectivement, il veut créer un rapport de force pour discuter. C'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, votre En tout cas, client. je crois que c'est comme cela qu'il a intériorisé, lui, la chose. Je crois qu'il y a eu cet écart énorme entre sa situation, se sentant foué, et surtout ce qui l'a heurté, je crois profondément, c'est qu'on l'a chaque fois renvoyé. On l'a renvoyé, on l'a éconduit. On n'a jamais écouté ses plaintes, ses demandes. Et quelle est votre stratégie de défense ? C'est d'abord de plaider que cette préméditation-là n'est pas avérée, n'est pas absolument acquise, qu'il fallait laisser là la place au doute. Ça, c'était le premier axe de défense. Et le second axe de défense a été de souligner ce caractère, au fond, passionnel. Passionnel. Nous ne sommes pas en présence d'un crime crapuleux. Clément n'est pas un voyou, c'est évident. Et quel sera ce verdict ? Il est condamné à 25 ans de réclusion criminelle sur des réquisitions qui en appel n'ont plus été de perpétuité, mais de 30 ans. 16 ans en première instance, 25 ans en appel. Comment vous expliquez une telle différence ? C'est l'incohérence la plus totale. Je ne sais pas ce qu'on a voulu faire payer à Claude Clément. Il choisira de tenter un pourvoi en cassation, lequel sera rejeté. Monsieur Labouisse, en appel, Claude Clément prend donc 25 ans ? Oui. Bon, d'un côté, ça a été un soulagement par rapport au premier verdict, au premier jugement. Ça correspond un peu plus à ce qui s'est dit. Mais enfin, moi, je suis resté sur ma faim. J'aimerais savoir si vraiment il était seul. Quand j'ai vu cet homme-là, vraiment, qui ne savait pas manipuler le revolver qu'on lui présentait, en appel en particulier, qui me paraissait un peu falot, je me disais quand même, je ne vois pas cet homme-là tout seul face à mon frère, que mon frère se soit laissé tuer comme ça, bon, ça me paraissait impossible. Je pense que mon frère n'est pas resté les bras croisés à attendre qu'on le tue. Il aurait réagi s'ils avaient été Clément tout seul. Voilà, donc il y a ces faits-là. Il y en a d'autres aussi qui font que... moi, j'ai un doute. J'ai un doute qui persiste, et encore aujourd'hui, d'ailleurs, ça me paraît impossible. Double peine pour Claude Clément. Il n'a pas pu profiter de l'argent que Patricia a dû lui rembourser. Il a été condamné à le rendre au Labouisse en dommages et intérêts.